Et reprenons la direction de Briançon avec Jean-Marc Passeron et nos papis flingueurs, Jean-Marc. Et nous sommes avec nos papis flingueurs. Il n'y a pas que des papis aujourd'hui d'ailleurs, on triche un petit peu, mais l'appellation tient toujours. Ce sont ceux qu'on aime beaucoup, que vous retrouvez chaque jeudi, chaque dimanche sur DC Radio 90.2 en vidéo sur notre site d'ici.fr et bientôt à la télévision sur DC TV. Nos trois, alors anciens, ça aussi, hein, c'est plus, genre on le dit pour le plaisir et pour mettre en valeur votre expérience que pour l'âge. Nous sommes avec Pierre Roux, l'ancien président de la Chambre de commerce, homme de sensibilité de droite qu'il ne dissimule pas. Bonjour Pierre Roux. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec alors le modérateur, je sais pas, c'est le terme à la mode dans les conférences, il y a toujours un modérateur. Il s'appelle René Valarino, très investi dans la mutualité. J'allais dire le Néfois, non, c'est pas. c'est Néfois, on appelle les habitants de Nef les Néfois. Absolument, c'est des Néfois, les gens Néfois. de Nef. Bonjour René Valarino. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Radio d'ici. Et le remplaçant aujourd'hui de Daniel Chevalier, celui qui est de sensibilité de gauche, alors clairement affirmé, lui, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de doute. Daniel Chevalier, l'ancien député qui nous rejoint d'habitude étant excusé aujourd'hui, c'est Alain Prorel, le local de l'État. Bonjour. Bonjour, je suis très honoré de participer bien sûr à votre émission, les Tontons Flingueurs. Et d'autant plus que c'est dans la ville, cette ville que j'aime, puisque j'y suis élu, évidemment. Et donc, c'est un réel plaisir de me trouver autour de cette table. Alors, je disais homme de gauche affirmé, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, c'est ça? Ah, absolument, absolument. Moi, je peux dire que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, puisque mon père était... au Parti communiste, il était syndicaliste, il était adjoint, ma mère était secrétaire de mairie dans le petit village, et toute ma vie familiale, puisque ça se passait autour de la table de la famille là, à l'époque, eh bien, j'ai entendu parler de subventions du Conseil général, j'ai entendu parler de ceci, de cela, des élections, de Gaulle à l'époque, etc., etc. Donc j'y suis tombé dedans, je suis viscéralement de gauche. Alors, vous auriez pu vous croiser, non, si j'ai bonne mémoire, bien qu'il y a quand même une différence d'âge et de génération, mais vous avez fréquenté les mêmes bancs, je crois, ceux du lycée Dominique Villard, Pierre Roux et Alain Prorel. Ah oui, on a été au même lycée, bien sûr pas à la même époque. Hein. Moi, c'était l'époque où on avait encore quelques respect pour les professeurs, ce que on a vu disparaître petit à petit, et notre collègue qui est là, qui est un professeur et un professeur d'anglais, pourra dire qu'à son époque, il chahutait beaucoup plus les professeurs que nous le faisions à la nôtre. Oui, puisque le président me demande de parler de cette époque Dominique Villard, j'en parle d'autant plus volontiers que pour moi ça a été une période de ma vie très 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 importante, puisque je suis sorti de mon village, derrière les vaches, les brebis, les champs, pour arriver au lycée Dominique Villard, ce lycée où il y avait quand même les notables de Gap, les externes, et nous étions des petits paysans, et ça nous a fait un choc culturel assez important, au point que nous avons fait récemment, président, dites-le. Ah oui, grâce à notre ami, nous avons fait un film sur le lycée, et c'est à son initiative, et vraiment c'était un succès. Oui, il s'agit du film, je complète un peu pour faire un peu de pub si vous voulez. Mais allez-y. C'est notre bahut Dominique Villard avant 68. Voilà. Et donc là, j'y avais invité avec film avec René Manant bien sûr, et j'avais invité tous les anciens élèves du lycée, dont Pierre Roux, le président. René Valarino, vous avez fréquenté les mêmes bancs de Dominique Villard, non? Alors pas du tout. Non, je connais pas Dominique Villard. Moi justement, j'écoutais ça avec passion parce que si vous m'aviez questionné sur Dominique Villard, j'aurais pas su que répondre. Moi, j'ai fréquenté les bancs de la faculté des sciences et techniques de Paul Hérault. Bien, de lycée Voilà. Paul Hérault de l'époque. Paul Hérault de l'époque. Je suis sorti de là-haut hautement diplômé puisque j'avais un CAP d'ajusteur et j'ai démarré dans la vie avec ça. Mon premier boulot, ça a été manœuvre sur un chantier de maçonnerie. Et puis voilà, chemin faisant, il a fallu jouer des coudes pour arriver là où on est arrivé. Ma foi, je regrette rien. Je pense que les choses se sont pas si mal passées. Et à refaire, je pense que je referai à peu près la même chose.
C'était une époque, tiens, ça fait un premier sujet de conversation dans ces papis flingueurs, Alain Proerel, où la case, j'allais dire, de départ, là où on en était à 18-20 ans en fonction de la filière choisie, n'était pas forcément une case très définitive. En fait, c'était un début dans la vie, puis après, comme l'a fait René et plein d'autres, on se dépatouillait. Aujourd'hui, peut-être que les choses ont changé. Quand on a pris un canal, c'est plus difficile d'en sortir, non? Oui, absolument. Je dois dire que quand moi j'ai passé le bac 68, c'était un bac très important, une année importante et tout. Mais je veux dire qu'à l'époque, avec le bac, on pouvait faire absolument tout. Toutes les portes s'ouvraient. Aujourd'hui, le bac, il ouvre les portes, mais je veux dire aussi. Mais c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Donc, à l'époque, c'était certainement plus facile d'être bachelier qu'aujourd'hui. Voilà, pour réussir dans la vie. C'était pas plus facile, c'était beaucoup plus difficile d'être bachelier, car il n'y avait pas 95% de réussite au bac. Quand il y en avait 50 ou 60% de réussite, c'était pas mal du tout. Et moi, je me souviens, à mon époque, on passait l'écrit du bac à Gap et on passait l'oral à Grenoble. C'est-à-dire, quand on passait le bac à Gap, il fallait aller prendre le car ou le train pendant la guerre pour aller passer l'oral à Grenoble. Et ça, c'était des époques qu'on a vécues. Et ceux qui avaient le bac, ils étaient vraiment pas très nombreux. Oui, je disais qu'il était beaucoup plus facile. Il était beaucoup plus facile à l'époque de réussir après le bac. Mais pour y accéder au bac, c'était plus difficile pour nous, les enfants de la campagne, les enfants d'ouvriers, puisqu'il y avait très peu. C'était pas démocratisé encore. Et au lycée Dominique Villard, par exemple, les externes, les petits notables de Gap, eh bien, ils avaient un regard un peu moqueur vis-à-vis des pégus que nous étions. Nous étions les pégus. C'était péjoratif, c'était dur. Allez, l'actualité passée en revue par tous nos amis. Alors, on va se tourner vers René Valarino. Qu'est-ce que vous avez retenu un peu dans l'actualité de cette période? On va peut-être évoquer aussi dans un deuxième temps ces rapports toujours compliqués entre Gap et Briançon. Mais d'abord un peu l'actualité, René. Qu'est-ce qui vous a frappé dans l'actualité locale surtout? Oui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est quand même le titre de champion du monde de Sébastien Ogier, qui est un sportif qui porte haut les couleurs du département. Et qui plus est, je tiens ça évidemment, j'ai ça particulièrement à cœur puisque Sébastien, dans le cadre de mes activités professionnelles à Mutuelle Adria, on l'a soutenu depuis qu'il a commencé à mettre les fesses dans un baquet d'automobile. Donc voilà, ça c'est ce qui m'a marqué cette semaine, je vais dire, plus particulièrement. Alors il y a un débat dans le débat là-dessus, parce que nous, on n'a pas hésité à dire que c'était quasiment historique, au moins au sens sportif, c'est-à-dire depuis Luc Alphand, un titre de champion du monde des rallyes dans une discipline de cette importance, c'est vraiment hors du commun. Et au moment où on dit ça, évidemment des mouvements plus écolo, pour faire court, qui nous disent, mais attendez, on parle de quoi? De sport automobile, c'est plus dans l'air du temps, faut arrêter tout ça, etc. Ça vous inspire quoi, Pierrot? Ça m'inspire que si on continue à écouter les écologistes, le département des Hautes-Alpes, il faut surtout mettre des frontières car il faut plus y accéder parce qu'il y a une telle nature et une telle beauté de nature qu'il ne faut l'abîmer, la compromettre, donc il faut plus que personne y vienne. Voilà, nous avons nos intelligences parisiennes et les écologistes parisiens qui nous expliquent ce qu'on doit faire dans les Hautes-Alpes. Alors, permettez-moi de vous dire que moi, j'en ai assez. Oui, en parlant des écologistes, c'est sûr que je veux dire, il faut pas mélanger les gens qui sont encartés, qui sont peut-être un peu intégristes là-dessus, parce que des écolos, il y en a plein autour de nous qui vivent l'écologie tous les jours. Moi, je suis pas encarté non plus, mais par exemple, j'ai du photovoltaïque sur mon toit, je roule avec un vélo électrique et je me considère comme assez écolo dans ma vie privée. Mais quand on en arrive à des situations extrêmes dont vous venez de parler, pour interdire les sports, etc., là, c'est autre chose que je ne partage pas. Je partage pas moi non plus parce que en réalité l'écologie j'y suis aussi attaché, j'habite dans la campagne, j'aime la nature, j'aime ce qu'elle est. On est obligé de reconnaître qu'il y a eu des erreurs faites dans le passé, qu'il faut les rectifier. Par contre, encore une fois, lorsqu'on rentre dans des propos qui sont extrémistes, ça n'est pas raisonnable. Ensuite, concernant le sport automobile, il faut quand même pas oublier non plus que l'évolution en qualité de sécurité dans l'automobile, on le doit quand même aussi à la compétition. Donc toute cette évolution, si aujourd'hui on peut voyager dans des voitures dans une plus grande sécurité que ça n'était le cas par le passé, il y a quand même des progrès qui ont été faits au travers des rallyes. C'est pas tous les crash tests
qui donne les éléments nécessaires à l'amélioration de cette sécurité. Alors, on est là quand même dans un débat. Le ministre de l'écologie de l'environnement devait venir cette semaine d'ailleurs. Ça a été reporté dans le département des Hautes-Alpes, dans votre secteur. Il devait venir dans les écrins, à Alain Proerel. C'est un débat du moment et qui va durer longtemps dans notre département. C'est-à-dire, en gros, quelle vision on a de ce département à long terme? Est-ce que ce que rejette ce qu'évoquait Pierre Roux, c'est-à-dire, est-ce qu'on en fait un département purement environnemental ou est-ce qu'on le laisse se développer? On voit bien que tout cela est en l'air. On entendait il y a quelques jours le président de l'Union patronale s'en prendre un peu au parc des écrins en disant c'est bien beau de faire des chartes, mais vous avez oublié la dimension économique, vous nous empêchez de développer les stations. Il y a beaucoup d'exemples en ce moment encore dans ce registre. Bon, on sent qu'on est un peu à la croisée des chemins, Pierre Roux, là, entre deux visions de l'avenir du département. Je reprends notre exemple très vite, le SCOT. Le schéma de cohérence de Gap dit, bon, ben voilà, il faut limiter le nombre de permis de construire. Il y en avait 6000 hectares d'autorisés, on va repasser à 1300. Les secteurs économiques sont vent debout. Mais on voit que là aussi se pose la même question. C'est-à-dire, on fait quoi de ce petit coin de France? Vous savez, moi, je veux pas rentrer dans le détail du débat parce que ça serait d'abord trop long. Mais je fais encore partie pour quelques jours du Conseil économique et social régional. Je m'aperçois depuis des années que les Marseillais, qui ont la majorité en nombre, et quelles que soient les catégories dans lesquelles ils sont, ont un esprit marseillais qui colle difficilement avec quelquefois un esprit régional. Ils veulent venir dans les Hautes-Alpes pour passer des vacances, hein, c'est ça qu'ils cherchent, hein, avoir un département qui les accueille. Pour le reste, je m'excuse, je vais être grossier, ils s'en foutent. Ça vous inspire quoi, René? Oui, je pense qu'effectivement, enfin, il y a quand même derrière tout ça une question qui est sous-jacente. Comment fait-on pour donner de l'emploi aux gens qui sont ici? Alors, il faut pas faire tout et n'importe quoi, je suis complètement d'accord. Mais il y a quand même une priorité, c'est que les gens qui souhaitent rester dans ce département, parce que ce département reflète une certaine qualité de vie, il faut quand même donner la possibilité à ces gens-là de travailler aussi. Donc, encore une fois, tenons compte de la nature, elle est belle, elle est merveilleuse, on a un climat exceptionnel qui est aussi un atout touristique pour notre département et le tourisme est important ici, mais pour autant, il faut pas tout sacrifier au profit uniquement de la nature et du climat. Il faut qu'on ait une action concertée qui permette d'assumer le devenir des gens qui souhaitent rester dans les Hautes-Alpes. J'ajoute simplement un mot. Il y a 900 moniteurs de ski dans les Hautes-Alpes. 900 jeunes, moins jeunes, issus de toutes sortes de milieux qui vivent à cause du ski. Voilà, c'est tout. Je crois que tout a été dit là, hein. Je partage tout à fait ce point de vue. Il faut permettre aux gens de vivre et de travailler au pays et donc il faut développer ce qui permet de vivre et de travailler au pays, c'est-à-dire l'industrie, qu'elle soit touristique ou qu'elle soit de toute nature. Vous n'êtes pas vraiment en adhésion avec vos alliés gouvernementaux, j'allais dire, les Europe Écologie Les Verts, qui ont un discours là très différent. Europe Écologie Les Verts, d'abord, entre eux, ils n'arrivent pas tellement déjà à s'entendre, alors c'est un peu difficile. Je prends qu'un exemple, je veux dire, à force d'être contre l'atome, ils ont peut-être plus tellement d'atomes crochus entre eux, quoi. D'après ce qu'on a vu récemment se passer au niveau parisien, si l'on peut dire, parisien. Allez, un petit mot à présent de ces rapports entre Gap et Briançon. Alors, ils sont historiquement tendus. Il y a des dictons d'ailleurs qui l'illustrent. Il y a un dicton qui dit quoi? Enfin, pour resituer un peu le département, comment on dit déjà? C'est Briançon tout dans la poche. Vous le connaissez? Ah, voilà. C'était Briançon tout dans la poche, Embrun tout sur le dos et Gap, hein? Gap tout sur le dos et Embrun tout dans le ventre, non? C'est ça, ouais. Et Briançon tout dans la poche, effectivement. Voilà. Je crois pas, enfin, c'est un peu dépassé maintenant. Ouais. Pour en revenir quand même aux relations Gap-Briançon, il y a quand même un événement important, et un domaine assez important où il y a une lutte qui est installée depuis pas mal de temps. C'est dans le hockey, on en parlait tout à l'heure du sport. Alors le derby Gap-Briançon attire toujours beaucoup de monde et cette année, il faut quand même reconnaître, chers amis de Gap, que c'est Briançon qui est vraiment dominant dans ce domaine du hockey.
Je sens un certain plaisir dans la voix d'Alain Proel quand il dit ça. Hein. C'est vrai, Président, qu'on est mal barré, nous, pour défendre aujourd'hui les couleurs de Gap, vu qu'on a quand même du mal à avoir une victoire. Et là, il a beau jeu en ce moment. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. Et puis, aujourd'hui, avec les structures qu'on a, avec cette patinoire, etc., je pense qu'un jour, on va prendre notre revanche. Et que le meilleur gagne, comme toujours. Oui. Mais bon, en ce moment, on est désolé, mais c'est nous qui gagnons. Et pourvu que ça dure. Parce que, de toute façon, la municipalité de Briançon met 350 000 euros pour le hockey de Briançon, et c'est important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 2 équipes qui jouent dans la catégorie la plus importante du hockey, dans les Hautes-Alpes. Et c'est ça qui est important. C'est que moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait 2 équipes et qu'il n'y ait pas une fusion entre Briançon et Gap. 2 équipes. D'abord, parce que ça crée de l'élimination, ça crée aussi des emplois, et ça fait vivre le département des Hautes-Alpes sur un plan sportif. Alors, moi, je suis ravi que Briançon ait gagné. Si demain Gap gagne, je serai aussi ravi. Et puis on peut ajouter à tout ça que le fait d'avoir 2 équipes finalement, voyons un peu le bon côté des choses, le fait d'avoir 2 équipes qui se déplacent France entière, ça fait 2 équipes qui portent les couleurs de notre département. Absolument. On n'est pas assez nombreux à faire la promotion de ce département parce que ben on le sait, on a besoin du tourisme pour vivre ici. Donc il est vrai, je vous le cache pas, cher ami Proel, que nous souhaiterions que de temps en temps l'étranger, même l'équipe de Gap, puisse gagner. Bien sûr, moi je veux que Gap brille aussi pour le hockey au alpin. Mais d'ailleurs, je suis pour les 2 équipes, puisque sinon il n'y aurait pas de derby. Votre avis, oui, puisque la question se repose cycliquement, là c'est une seule ou 2 équipes? Qu'est-ce qui est le mieux pour le département? On voit le... Je pense qu'on pourra jamais faire une seule équipe, c'est pas possible. On vient d'en parler sous le ton de la plaisanterie, mais ce derby quand même montre bien qu'il y a une espèce de lutte qui est ancestrale, on peut dire, et qui permet d'ailleurs un certain enthousiasme dans les gens, dans les rangées de la patinoire et tout ça, et qui est pas de mauvais aloi, pas du tout. Et puis je veux être bon joueur. Il y aurait qu'une seule équipe dans les Hautes-Alpes actuellement qui serait plutôt située vers le nord, tiens, pour faire plaisir à notre ami Proel. Qu'est-ce que ça apporterait de plus à l'équipe de Briançon aujourd'hui, puisqu'ils gagnent tout? Absolument. Il a raison. Alors, un petit mot sur ces rapports Gap-Briançon, cette fois-ci sur le volet plus politique. Alors, on a des phases dans notre département, vous connaissez bien, vous êtes passionnés de la vie publique tous. On a eu la phase très gapençaise qui a bien duré, celle-là, où le pouvoir était vraiment tenu par rapport à la Gapençais. On a eu l'épisode briançonnais, à l'époque on va dire Béraud pour faire court, c'était bien les Briançonnais qui avaient pris un peu la main, façon de parler, mais sur les décisions départementales. On a eu le passage Laranier. Aujourd'hui, on est dans un passage, alors comment on le qualifie? Champsorin? Je sais pas, en tout cas au niveau du département, en tout cas un peu plus nuancé. Comment vous voyez ces rapports, Pierre Roux, vous qui avez l'expérience entre Briançon et Gap? Non, moi je crois qu'on exagère. On exagère parce qu'on a eu Petch, qui était quand même un grand homme de Briançon. On a eu le président du conseil général, Tron, qui était de Châteauroux, il était né à Châteauroux, en Bretagne, et on a eu même des présidents de conseil généraux du Champsort, on a même eu du sud du département. Donc, je crois qu'il ne faut pas regarder le problème politique sur l'angle géographique. C'est un problème politique qui intéresse les gens, et qui est élu? Eh bien, c'est souvent ceux qui sont le plus estimés dans leur pays. Oui, j'étais en train de réfléchir au moment où le président Roux parlait, je dis mais si on commence ou si on perpétue cette espèce de tradition qu'il y aurait, je sais pas à quel endroit d'ailleurs, faudrait qu'on le situe réellement, mais une barrière entre Gap et Briançon, etc. Au moment où on fait l'Europe et où c'est la mondialisation, je sais pas comment, si les choses étaient apprises en haut lieu, elles seraient interprétées. Oui, donc évidemment maintenant c'est politique, c'est pas géopolitique, la présidence du département. Et évidemment chacun dans sa famille souhaiterait que le président en fasse partie de cette famille. Mais bon, voilà, c'est les électeurs qui décident. On verra bien. En tout cas, on est dans des mondes très différents quand même, de fonctionnement, de ressources. Simplement, les modèles, les 2 modèles économiques de Briançon et Gap sont très différents. Et pas facile à croiser régulièrement. C'est-à-dire que les enjeux touristiques du Briançonnais et les enjeux plus administratifs et commerciaux de Gap amènent à des raisonnements sensiblement différents. Vous devez le ressentir, Alain Proel.
Oui, c'est vrai que Briançon, de par sa situation géographique, est beaucoup plus touristique que Gap. Donc, effectivement, les enjeux sont différents. Mais bon, encore une fois, c'est politique. Oui. Non, mais je crois que dans le département, vous avez un chef-lieu, Gap, qui a quand même 42 000 habitants, qui représente quand même 30% de la population, 40% de la population, hein, bon, du département. Et puis, vous avez une seule sous-préfecture, Briançon, qui représente quand même toute la montagne de notre région. Quand vous regardez les Alpes de Haute-Provence, il y a un préfet, 4 sous-préfets. Il y a 4 sous-préfets dans les Alpes de Haute-Provence. Moi, je dis que le préfet de Castellane, hein, quand il a joué au boule le matin et au bridge l'après-midi, je demande ce qu'il fait le reste de la journée. Hein. Et, bon. Et quand vous voyez que la plus grande ville des Alpes de Haute-Provence, qui est Manosque, n'est ni préfecture ni sous-préfecture. Alors nous avons la chance d'avoir un département qui a une certaine harmonie, même s'il y a des difficultés ou des trucs, hein, une harmonie, et qu'il faut garder à ce département en y ajoutant la vallée du Bail, hein, qui fait vraiment partie des Hautes-Alpes et pas d'ailleurs. Hein. Avec ça, et Sisteron, hein, on aurait un véritable département de montagne des Alpes du Sud. Je reconnais bien les propos de Pierre Roux là, qui, je me souviens de cet échange lors de notre dernière dernière émission à Radio d'ici là. Vous expliquiez que le département des Alpes de Haute-Provence était une anomalie finalement dans le territoire français, que c'était un truc qui avait pas de raison d'être, etc., etc. Mais oui, c'est réfléchi. Ah, je vous dirais que depuis, j'ai pas eu écho C'est réfléchi. J'ai pas eu écho de ce que pouvaient dire les gens du 04 à ce sujet, mais vous expliquiez que l'Ubaye, ça allait bien dans les Hautes-Alpes, le Sisteron aussi, que le reste, il y en a qui pouvaient foutre le camp dans les Alpes-Maritimes, que... mais tout à fait, mais c'est un espèce d'héritage de famille qu'on se partagerait. Comment ça Je m'adresse d'abord au professeur que j'ai à côté de moi. Hein, professeur, tous les élèves, avant qu'on fasse des organisations, hein, tous les élèves de la vallée de l'Ubaye et de Barcelonnette sont toujours venus au lycée de Gap. Ils sont jamais allés ailleurs. Et il a fallu faire des je sais pas comment vous appelez ça, l'éducation nationale, Secteurs scolaires. Des secteurs pour que on oblige les jeunes de Barcelonnette à passer 2 cols pour aller au lycée de Digne. Ils venaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les garçons, et les filles, eh ben, elles sont allées à Saint-Joseph, un établissement catholique, hein, parce qu'elles voulaient pas aller à Digne et que non mais on arrive à des stupidités. Alors je reviens à la question qui était posée. Vous avez Anote. Anote, c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Vous voyez les gens d'Anote, hein, il faut qu'ils aillent à Digne. Ils sont aux portes de Nice. Hein, non, et ça descend. Hein, non. Castellane, la préfecture. Hein, vous voyez la préfecture, c'est Digne. Pour aller de Castellane à Digne, il me faut la journée aller-retour. Hein, non, à cheval comme on faisait dans le temps. Hein, non, hein, et vous avez Manosque, 50 km d'Aix-en-Provence. 50 km d'Aix-en-Provence, une demi-heure d'Aix-en-Provence, 80 km de Marseille. Bon, alors il reste Digne, et Digne on ne sait pas quand faire, hein. C'est pour ça qu'on garde le département. Tout à fait, Président. Pour en revenir à la concurrence que se mènent Gap et Briançon, je voudrais dire quand même que Gap tire un peu peut-être les couvertures vers soi, puisque nous n'avons jamais eu l'honneur de participer au Tonton Flingueur. Je ne suis aujourd'hui que remplaçant de quelqu'un de très important, puisque c'est Daniel Chevalier, mais n'empêche que je suis très content de représenter Briançon aujourd'hui chez les Tontons Flingueurs. Vous sentez que vous y prenez goût? Mais j'y prends goût, ça ouais, c'est sûr, ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Écoutez, là vous n'avez qu'un reproche à faire, c'est à Jean-Marc, parce que je peux vous assurer qu'avec Pierre Roux, on n'a fait aucun barrage à cette affaire. On vous aurait pris d'entrée, nous. Pas de doute. D'accord, bon,
Mais Oh, avec, non. mais pour vous rassurer, Alain, avec d'ici TV qui va, elle, couvrir le Briançonnais, les 2 départements et la zone qui ferait bien d'être, effectivement, c'est un peu subjectif. Normalement, je ne dis pas, mais un seul et même département, c'est Rhôde-Alpes et Ubaye. On aura évidemment, chacune de nos émissions très élargies et intégrant forcément le Briançonnais. Un petit mot J'espère. de votre patronyme. Alors, tout le monde le connaît peut-être par cœur, vous connaissez l'histoire, pardon, peut-être par cœur, mais pour nos auditeurs, peut-être rappeler un petit peu cette histoire assez originale pour laquelle vous avez fait un bouquin. Enfin, c'est pas ce que là-dessus le bouquin, mais enfin, c'était raconter votre vie qui commençait par ce nom de patronyme. Vous appelez Alain Prorel, tout simplement parce que si on sort du relais d'Alsace où nous trouvons, regarde la première montagne au-dessus de Briançon, elle s'appelle le Prorel, et c'est un peu ce qu'a fait votre maman. Pas ma maman, mais pardon. c'est plutôt, il s'agit plutôt de mon papa, mon père. Pardon, voilà. Alors, c'était en 1914, effectivement, et mon père avait été abandonné à Briançon. Donc, il était sans famille, c'est le titre de mon roman dont auquel vous avez fait allusion. Je vous en remercie. Et donc, ces enfants de l'assistance, comme on disait à l'époque, bien, il fallait leur donner un nom. Et on s'est retourné comme ça. J'imagine très bien les gens réfléchir comme ça, qu'est-ce qu'on va lui donner. Et finalement, on lui a donné le nom de la montagne, le Prorel. Le Prorel, c'est devenu mon nom. Je descends de la montagne, en fait. Ils l'ont peut-être dit en patois d'ailleurs. C'est possible à l'époque. Possible, oui. Je crois que vous faites allusion à quelque chose que j'aime aussi. Il y en a d'autres qui ont des souvenirs à Briançon aussi, pas très loin. Je dis qu'il y en a certains ici autour de la table qui ont des souvenirs à Briançon ou pas très loin, un peu à Saint-Martin-de-Carrière pendant les mauvaises périodes de l'histoire. Oui, non, mais ça, c'est l'histoire de la... Ah ben oui, non, mais moi, à Saint-Martin-de-Carrière, le 5 septembre 1944, j'ai rencontré le général Guillaume. Nous étions, notre groupe de maquisards, on nous avait associés à une section du 4e RTM, régiment tirailleur marocain, qui devait attaquer le fort de la Croix-de-Bretagne pour la délibération de Briançon. Et moi, je fumais une cigarette dans la rue de Saint-Martin-de-Carrière, quand il arrive une Jeep, conduite par un tirailleur, avec un gars à côté, il faisait froid, avec une Canadienne, tête nue, qui s'arrête, et qui me dit, il n'y a pas de PC d'une compagnie. Ben, j'ai dit, si, là, au café d'Aurel, là. Où? Ben, j'ai dit, c'est à 50 mètres, il y a l'escalier, tu montes. Et il me dit, tu peux pas m'accompagner? Ben, je t'accompagne, monsieur, là, à côté. Alors, il me dit, mais tu es d'où, toi? Je lui dis, je suis de Gap. Et moi, je lui dis, toi, tu es d'où? On me dit, moi, je suis de Guillestre. Ah bon? Eh ben, il me dit, allez, je t'accompagne. Il prend son casque, 2 étoiles. Alors, je dis, merde, excusez-moi, je vous avais pris pour un sergent, un général. Et c'était le général Guillaume. Voilà. Et c'est le général Guillaume que j'ai retrouvé après, dans d'autres circonstances, quand il était maire de Guillestre. Allez messieurs, on vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine ici même depuis le relais d'Alsace pour continuer à parler avec vous des Hautes-Alpes. On va parler un peu plus politique la semaine prochaine avec vous d'ailleurs. Hein. Avec plaisir. On Mais échange si un peu. c'est pas encore tellement le moment, je crois qu'il faut attendre quand même. Ça approche. Il faut attendre. Écoutez, Je crois que vous faites allusion au municipal. Voilà, mais- on disait tout à l'heure à notre invité du jour il y là a que du travail. ils nous la jouent un petit peu tous les politiques en ce moment. Oui, pour l'instant je travaille, je verrai plus tard, mais en fait ils pensent déjà qu'à ça. C'est ce qui se passe. Non, c'est le travail avant tout. Je suis d'accord avec Passeron. Vous êtes tous dans les starting blocks, mais personne dévoile ses batteries. Non, mais je crois que si on commence très tôt, après les gens sont saturés, ils écoutent plus. Or, il faut qu'ils écoutent quand même. C'est vachement important qu'ils sachent pour qui ils vont voter quand même. Non, Et mais qu'ils allez-y, écoutent. faites un peu du bruit en ce Non, moment. non, faut en ce pas de moment, bruit. on en a besoin et ça va créer la diversion un peu. Ouais, c'est Vous dans avez le eu pays, ça va faire du bien. Les auditeurs ont eu Monsieur le maire tout à l'heure, Gérard Froid, mais voilà, il s'est exprimé à ce sujet. Quant à Allez, moi, merci à vous. Merci à vous et à la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. merci à vous.